on ne peut vraiment pas se le permettre, ma chérie. Avec le budget, c'est soit Chloé, soit personne. » Ces mots, prononcés par ma mère, Nathalie, ont flotté au-dessus de la table du dîner comme un nuage toxique. Sur la nappe, les brochures pour des vacances en Crète brillaient de 1000 feux, leurs images de plages de sable blanc et d'eau turquoise contrastant violemment avec la grisaille de mon monde intérieur. Ma sœur, Chloé, avait un sourire radieux, ses yeux pétillants d'excitation à l'idée de ce voyage exclusif. Mon père, comme à son habitude, restait silencieux, le regard fuyant, complice passif de cette injustice flagrante. Le ton de ma mère se voulait désolé, empreint d'un faux regret, mais son regard était froid, calculateur. J'ai senti mon cœur se serrer, non pas à cause du voyage manqué, mais à cause du mensonge. Le problème n'avait jamais été l'argent. Le problème, c'était moi. Je n'étais tout simplement pas une priorité, et il ne prenait même plus la peine de le cacher habilement. J'ai toujours été la fille raisonnable, celle qui comprenait, celle qui ne faisait pas de vagues. Depuis 2 ans, je cumulais mes études en comptabilité avec un travail de serveuse, 20 heures par semaine, pour mettre de l'huile dans les rouages d'une machine familiale que je croyais fragile. Ma mère parlait constamment de fins de mois difficiles, de sacrifices nécessaires. Alors je sacrifiais. Je payais en secret l'abonnement Internet et les forfaits mobiles de tout le monde. Je faisais les grosses courses de la semaine en prétextant des promotions incroyables. Je les voyais profiter de leur confort sans jamais se demander d'où ils venaient réellement. Ils me voyaient comme une fille économe, presque ennuyeuse, alors qu'en réalité, je finançais leur train de vie en catimini, espérant naïvement que mes efforts seraient un jour reconnus, ou au moins remarqués. Si vous avez déjà ressenti ce sentiment d'être invisible dans votre propre famille, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et racontez votre histoire dans les commentaires, j'aimerais vraiment vous lire. Pendant que ma mère expliquait les détails du vol, Chloé parlait déjà des tenues qu'elle allait emporter, des photos qu'elle posterait sur Instagram. Personne ne m'adressait la parole, comme si ma présence s'était évaporée dès que la sentence était tombée. J'étais devenue un fantôme à ma propre table. Mon regard s'est posé sur le grand canapé d'angle confortable dans le salon, celui sur lequel mon père était avachi. Je l'avais acheté l'année dernière, après des mois d'économie, parce que ma mère se plaignait de son mal de dos. Elle avait pleuré de joie, me remerciant d'être une fille si attentionnée. À cet instant précis, ce souvenir n'avait plus le goût de la fierté, mais celui de la mère exploitation. Une colère froide et lucide a commencé à monter en moi. Ce n'était pas une explosion de rage, mais une prise de conscience glaciale. Mon amour et mes sacrifices n'étaient pas indus, c'étaient des biens qu'il consommait sans gratitude. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai simplement hoché la tête et murmuré un « je comprends » qui a semblé les soulager. Ma mère m'a tapoté la main, un geste de victoire déguisé en compassion. Elle pensait que j'allais sagement ranger ma chambre pendant leur absence, attendre leur message et continuer à jouer mon rôle de fille dévouée et invisible. Elle me sous-estimait profondément. Elle voyait ma docilité comme une faiblesse, sans comprendre qu'elle était en réalité le fruit d'un espoir qui venait de mourir. En retournant dans ma chambre, j'ai entendu leurs rires étouffés, déjà loin, déjà en vacances. Ils pensaient à me laisser seule pour une semaine. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils allaient trouver à leur retour. Car en fermant ma porte, je n'ai pas commencé à pleurer. J'ai commencé à faire l'inventaire de tout ce qui m'appartenait dans cette maison. Tout a commencé il y a 2 ans, le soir où j'ai entendu ma mère pleurer au téléphone avec ma grand-mère, parlant de factures qui s'accumulaient et de la peur de ne pas pouvoir joindre les 2 bouts. Mon cœur de fille aînée, programmé pour la responsabilité, s'est brisé. Le lendemain, j'ai trouvé ce travail de serveuse dans un bistrot du centre-ville. 20 heures par semaine, en plus de mes cours de comptabilité. Je rentrais épuisée, l'odeur de friture imprégnée dans mes cheveux, mais je me disais que c'était pour une bonne cause. Je voyais mon salaire de 650 € par mois, non pas comme mon argent, mais comme une bouée de sauvetage secrète pour ma famille. Je me suis promis de les aider en silence, en attendant le jour où ils réaliseraient l'ampleur de mon dévouement.
J'étais si naïve. Je pensais acheter leur reconnaissance, alors qu'en réalité, je ne faisais que financer leur indifférence et leur permettre de vivre confortablement dans leur déni. Très vite, j'ai pris en charge les dépenses invisibles, celles que l'on oublie, mais qui pèsent lourd à la fin du mois. J'ai commencé par l'abonnement Internet et les forfaits mobiles de toute la famille, un prélèvement automatique de 75 € sur mon compte que personne n'a jamais questionné. Puis, ce furent les courses. Chaque semaine, je revenais les bras chargés de sacs, prétextant des promotions incroyables au supermarché. « Tu as vraiment l'œil pour les bonnes affaires, ma chérie », me disait ma mère avec un sourire distrait, sans jamais se demander comment je pouvais trouver autant de bonnes affaires chaque semaine. Ces 480 € mensuels de nourriture, de produits d'entretien, de petits plaisirs pour Chloé, passaient sous leur nez comme par magie. J'étais devenue la bonne fée du logis, une fée dont le pouvoir n'était pas la magie, mais l'épuisement et les pourboires durement gagnés dans un restaurant bruyant. Puis sont venus les objets, les symboles de leur confort. Le canapé d'angle à 1 200 €, acheté après avoir entendu ma mère se plaindre de son mal de dos pendant des mois. Je me souviens de la fierté que j'ai ressentie en le voyant livrer, une fierté qui s'est vite évaporée. Ensuite, il y a eu la télévision 4K à 700 € pour que mon père puisse regarder ses matchs comme au stade. J'ai rarement eu le temps de m'asseoir devant. La machine à café à capsule à 100 €, le micro-ondes à 150 € et même leur nouveau matelas à 500 €. Chaque achat était une réponse à un de leurs désirs, un pansement sur une de leurs plaintes. J'avais transformé leur maison en un cocon douillet avec mon argent, et en retour, ils m'avaient transformé en un meuble de plus, utile mais silencieux, une présence que l'on ne remarque que lorsqu'elle n'est plus là. Pendant que je jonglais entre les cours et les services du soir, la vie de Chloé était d'une légèreté insultante. Elle sortait avec ses amis, s'achetait des vêtements que je ne pouvais même pas regarder en vitrine, et ne se souciait de rien. Le budget familial, soi-disant si serré, semblait toujours trouver des fonds pour ses caprices. Je me souviens d'une fois où elle est rentrée avec un nouveau sac à main coûtant une fortune. Ma mère avait simplement dit « On s'est fait un petit plaisir ». Mon estomac s'était noué. Leur petit plaisir représentait une semaine de mon travail. Mon père, lui, ne disait rien, comme toujours. Son silence était une forme de consentement, une validation tacite de cette hiérarchie injuste où j'étais le pilier et Chloé la décoration. Il me demandait de la comprendre, de ne pas être jalouse. Il ne voyait pas que ce n'était pas de la jalousie, mais un profond sentiment d'iniquité. En 2 ans, j'ai calculé avoir injecté plus de 15 000 € dans cette maison. 15 000 € de mon temps, de ma jeunesse, de mon énergie. Ce chiffre tournait en boucle dans ma tête alors que je fixais le plafond de ma chambre. Ce n'était pas un don d'amour, c'était une dette qu'ils m'avaient laissé contracter seule. La décision de mes parents de financer des vacances exclusives pour Chloé, tout en me laissant derrière avec une excuse bidon, a été la dernière pièce du puzzle. Ce n'était pas une question de moyens, c'était une question de choix. Ils avaient choisi de m'ignorer, de me tenir pour acquise. Ils pensaient que je continuerais à jouer mon rôle sans jamais rien réclamer. Mais en regardant autour de moi, dans cette chambre remplie de souvenirs amers, je savais que le temps du silence était révolu. Chaque facture, chaque reçu que j'avais précieusement gardé n'était plus un souvenir de ma générosité, mais une pièce à conviction. Le silence de la maison était assourdissant, un vide qui faisait écho à celui que je ressentais dans ma poitrine. Les premiers jours de leur absence, j'avais erré comme une âme en peine, nettoyant par habitude, rangeant des objets qui ne m'appartenaient plus vraiment. J'essayais de me convaincre que c'était mieux ainsi, que j'avais besoin de cette solitude pour réfléchir. Mais la vérité, c'est que j'attendais encore, stupidement, un signe, un message de ma mère demandant si tout allait bien, une photo de Chloé avec un mot pour moi. J'étais encore prisonnière de cet espoir absurde qu'il réaliserait soudainement mon importance. C'est au 3e jour, alors que la nuit tombait sur le salon désert, qu'une notification a fait vibrer mon téléphone sur la table de chevet. C'était une vibration anodine, un son que j'entendais des dizaines de fois par jour, mais celui-ci allait tout faire basculer, brisant le dernier fil qui me rattachait à l'illusion de notre famille.
C'était une story Instagram de Chloé. L'image était parfaite, presque professionnelle. Ma sœur, radieuse, posait devant un restaurant chic en Crète, le coucher de soleil dorant sa peau bronzée. Mais ce n'est pas son sourire qui a capté mon attention. C'était le sac de luxe qu'elle tenait nonchalamment à son bras, un modèle de créateur que je savais valoir une petite fortune. Une recherche rapide sur Internet a confirmé mes craintes. 450 €. La légende, simple et cruelle, achevait de me poignarder en plein cœur. Meilleur cadeau d'anniversaire en avance. Merci maman. Mon sang ne s'est pas glacé, il s'est clarifié. La phrase de ma mère a résonné dans ma tête. On ne peut vraiment pas se le permettre, ma chérie. Avec le budget, c'est soit Chloé, soit personne. Le mensonge était là, exposé sous le soleil grec, indécent et arrogant. L'argent avait toujours été là. Il n'était juste pas pour moi. Ce n'était plus une question de vacances manquées ou de jalousie. C'était la preuve irréfutable d'une exploitation délibérée. Ces 450 €, dépensés sans une once de culpabilité pour un caprice, représentaient presque un mois de mon salaire de serveuse. Un mois de fatigue, de sourires forcés et de pieds endoloris. Pendant que j'assurais leur confort, leur connexion au monde et le contenu de leur réfrigérateur, ils s'offraient le luxe sur mon dos, en me faisant croire que nous étions tous dans le même bateau de la précarité. Chaque facture que j'avais payée, chaque course que j'avais faite, chaque meuble que j'avais acheté, défilait dans mon esprit. Ce n'était pas de l'aide, ce n'était pas de l'amour, c'était un système, un arrangement tacite, où j'étais la ressource invisible et inépuisable. Et avec ce sac à main, ils venaient de me signifier que ma valeur était inférieure à celle d'un accessoire de mode. La tristesse a laissé place à une colère froide et méthodique. J'ai allumé mon ordinateur portable, non pas pour pleurer devant des photos de famille, mais pour ouvrir mes relevés de compte des 2 dernières années. J'ai sorti la boîte à chaussures, où je gardais précieusement toutes les factures des gros achats, le canapé, la télévision, le matelas. Chaque ligne, chaque reçu était une blessure, mais désormais, c'était aussi une arme. J'ai passé des heures à tout compiler, à tout calculer, à surligner en jaune, fluo chaque dépense faite pour eux. Le chiffre final était vertigineux, bien plus élevé que les 15 000 € que j'avais estimés de tête. C'était le prix de ma servitude volontaire, le coût de mon besoin désespéré d'être aimé. En regardant cette montagne de preuves, j'ai compris que les mots ne suffiraient pas. Ils n'avaient jamais écouté mes mots. Il fallait leur montrer. Il fallait qu'ils ressentent physiquement mon absence. Mon plan n'était pas une vengeance, c'était un bilan comptable, une rectification. Puisque mes contributions étaient invisibles à leurs yeux, j'allais les rendre visibles par leur absence. J'allais reprendre ce qui était à moi, chaque objet, chaque centime de confort que je leur avais offert. Ils voulaient une vie sans moi. Ils allaient l'avoir, littéralement. Ils allaient rentrer dans une maison qui reflèterait enfin leur véritable budget, le budget qu'ils auraient eu sans mes sacrifices. La décision était prise, irrévocable. Mon cœur ne battait plus la chamade. Il était calme, déterminé. Je n'avais plus de larmes, seulement une liste à préparer. Et la première étape de ce grand inventaire était de passer un appel. Pas à eux, bien sûr. J'ai composé le numéro de Marc, mon collègue du bistrot, celui qui m'avait dit un jour que je valais mieux que ça. J'avais besoin d'une camionnette. Marc a répondu dès la 2e sonnerie, sa voix calme et posée contrastant avec le chaos qui régnait dans ma tête. Je lui ai expliqué la situation d'une traite, sans reprendre mon souffle, m'attendant à des questions, peut-être même à un jugement. Mais il n'y a eu que du silence à l'autre bout du fil, un silence qui n'était pas vide, mais plein de compréhension. Puis il a simplement dit « Je serai là demain matin à 9 h avec la camionnette du restaurant. Ne t'inquiète pas, le patron me la prête sans problème. » Il n'a pas dit que j'avais raison. Il n'a pas dit que ma famille était monstrueuse. Il a juste validé mon plan par son action, me donnant la force dont j'avais désespérément besoin. En raccrochant, j'ai senti une vague de soulagement. Je n'étais plus seule. Mon plan, qui semblait n'être qu'une fantaisie de vengeance née de la douleur, venait de prendre racine dans la réalité. La solitude de la maison ne me pesait plus,
Elle était devenue mon quartier général. La nuit a été courte, mais étrangement paisible. Au lieu de dormir, j'ai passé des heures à la table de la cuisine, transformant ma colère en une liste précise et méthodique. Sur un carnet, j'ai noté chaque objet que j'avais acheté, son prix, la date de l'achat et la raison pour laquelle je l'avais offert. Le canapé pour le dos de ma mère, la télévision pour les matchs de mon père, le matelas pour leur nuit. Chaque ligne était une cicatrice, un souvenir d'un sacrifice que je m'étais imposé. Ce n'était plus une liste de courses, c'était un acte d'accusation. J'ai ensuite ouvert mon ordinateur et j'ai imprimé les relevés de compte des 24 derniers mois. Le bruit de l'imprimante dans le silence nocturne était comme un verdict. Je n'étais plus la victime silencieuse. J'étais devenue l'auditrice de ma propre vie, préparant un bilan final qui serait sans appel. Mon cœur ne battait plus de tristesse, mais au rythme régulier et froid de la comptabilité. Le lendemain matin, le café avait un goût de détermination. J'ai étalé les relevés bancaires sur le sol du salon, là où se trouvait encore le canapé. Avec un surligneur jaune fluo, j'ai méthodiquement marqué chaque transaction. L'abonnement Internet, 75 €, mois après mois. Les courses hebdomadaires, 120 €, encore et encore. L'achat du téléviseur, 700 € en une seule fois. Chaque trait jaune était une estocade, une manière de rendre visible l'invisible. La page s'est remplie de ces marques criardes, transformant un document bancaire austère en une œuvre d'art douloureuse et accusatrice. Ce n'était pas juste de l'argent. C'était mon temps, mon énergie, ma jeunesse, traduit dans la seule langue qu'ils semblaient comprendre. En bas de la dernière page, j'ai pris un stylo et j'ai écrit une seule phrase, simple et tranchante. Voilà ce que coûtait ma présence. Profitez bien de l'espace. Ce document était ma lettre de démission. Quand Marc est arrivé, pile à l'heure, je n'ai pas eu besoin de lui expliquer davantage. Il a jeté un regard à mon visage résolu, puis aux meubles, et a simplement hoché la tête. Nous avons commencé par les petits appareils. La machine à café, le micro-ondes, le grille-pain. Chaque objet que nous sortions de la maison semblait rendre l'air plus léger, plus respirable. Le plus difficile, physiquement et émotionnellement, a été le canapé. Il était lourd, encombrant. En le manœuvrant dans l'escalier, je me suis souvenu de la joie de ma mère quand il avait été livré. Cette joie m'avait semblé si sincère à l'époque. Maintenant, elle me paraissait creuse, conditionnelle. Marc ne disait rien, se contentant de grogner sous l'effort, son soutien silencieux valant plus que tous les discours de réconfort. Chaque meuble qui entrait dans la camionnette était un mot que je n'avais jamais osé dire, une limite que je n'avais jamais osé poser. En quelques heures, la maison était méconnaissable. Le salon était une pièce vide et caverneuse, avec des marques plus claires sur le parquet là où les meubles avaient passé des mois. La cuisine semblait dépouillée, presque indigente. Seule ma chambre était restée intacte, un îlot de normalité au milieu du chaos. Marc est reparti après m'avoir aidé à tout décharger dans un garde-meuble que j'avais loué en urgence. Seule à nouveau, je me suis tenue au milieu du salon vide. Le silence n'était plus oppressant, il était purificateur. J'ai posé la feuille de relevé bancaire surlignée bien en évidence sur le sol, là où la table basse se trouvait auparavant. C'était la seule chose qui restait. La maison était prête. Le décor était planté. Il ne me restait plus qu'à attendre leur retour de Crète et à imaginer le son de la clé tournant dans la serrure. Le son de la clé dans la serrure a été comme un coup de pistolet dans le silence de l'appartement. Je n'étais pas là, bien sûr, mais je pouvais tout imaginer, chaque détail, chaque seconde. Je m'étais repassé la scène des centaines de fois. Ils entreraient, bronzés et fatigués, leurs valises remplies de souvenirs et de linge sale. Leur rire, encore empreint de la légèreté des vacances, s'éteindrait aussitôt la porte refermée. La première à parler serait Chloé, sa voix traînante de princesse contrariée. « Pfff, le Wi-Fi ne marche pas, je ne peux même pas poster la dernière photo ?» se plaindrait-elle en tapotant frénétiquement sur son téléphone. Puis viendrait un silence. Un silence lourd, anormal, celui qui suit la prise de conscience que quelque chose de fondamental a changé. L'écho de leurs propres pas dans le couloir serait le premier indice,
le premier frisson d'inquiétude qui parcourait leur échine. Ils n'étaient pas encore entrés dans le salon, mais la maison leur parlait déjà de son vide. Je peux presque voir le visage de mon père, s'arrêtant net dans l'entrée, sa valise tombant de sa main avec un bruit sourd. Son regard balayant le salon béant, complètement nu, les murs portaient les marques fantomatiques des cadres que j'avais accrochés. Et le parquet, des rectangles plus clairs là où le canapé et la table basse avaient trôné pendant des mois. Son esprit, pragmatique et simple, chercherait l'explication la plus logique, la plus évidente. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a été cambriolés. Sa voix serait un murmure d'incrédulité, un mélange de peur et de confusion. Il regarderait ma mère, attendant d'elle une réponse, une explication, comme toujours. Mais pour la première fois, elle n'en aurait aucune. Chloé, derrière lui, aurait enfin levé les yeux de son téléphone, sa bouche entr'ouverte dans une expression de stupeur. L'absence de la télévision 4K, de la chaîne Hi-Fi, de chaque meuble, transformait leur cocon familier en une coquille vide et hostile. Ma mère, elle, ne serait pas restée paralysée. La panique aurait aiguisé ses sens. Elle aurait poussé tout le monde, entrant dans le salon comme une furie, ses yeux scannant la pièce à la recherche de quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait donner un sens à ce chaos. Et c'est là qu'elle l'aurait vu. Une seule feuille de papier A4 posée au centre de la pièce, là où se trouvait la table basse. Un îlot de blanc au milieu du vide. Elle se serait précipitée, l'arrachant du sol. Je l'imagine, le souffle court, ses yeux parcourant les lignes surlignées en jaune. Chaque transaction, chaque dépense, chaque preuve de ma contribution silencieuse. Son visage se serait décomposé, passant de l'incompréhension à la réalisation, puis à une rage pure et glaciale. Le papier aurait tremblé entre ses doigts. Le cambriolage n'en était pas un. C'était un message qui lui était directement adressé, et elle venait de le comprendre. Son premier réflexe aurait été de sortir son téléphone. Je savais qu'elle appellerait. J'attendais. Mon propre téléphone a vibré sur la table de mon petit studio. J'ai laissé sonner 2 fois, pour le principe. Puis j'ai décroché, ma voix délibérément calme, presque détachée. Allô? Le silence à l'autre bout du fil n'a duré qu'1 seconde, le temps qu'elle reprenne son souffle pour hurler. Léa? C'est quoi ce bordel? Où sont les meubles? Où est la télé? Sa voix était stridente, déformée par la fureur et la panique. Je n'ai rien dit. Je l'ai laissé crier dans le vide, ses questions se répercutant contre les murs nus de son salon. De mon côté, je regardais par la fenêtre la vie de la ville qui continuait, indifférente. Pour la première fois, son hystérie ne m'atteignait plus. C'était comme écouter un orage lointain, sachant que j'étais enfin à l'abri, en sécurité dans mon propre espace. Mon silence a dû la rendre folle. J'entendais mon père en arrière-plan, lui demandant ce qu'il se passait, qui était au téléphone. Acculé, humilié devant son mari et sa fille favorite, ma mère a lâché la phrase qui a tout scellé, la phrase qui a révélé toute l'étendue de son déni et de son injustice. Elle ne s'adressait plus à moi, mais à eux, à l'univers entier. « Elle a tout pris !» a-t-elle crié, sa voix brisée par une rage impuissante. « Le canapé. Elle a repris le canapé. Notre canapé. » Ce seul mot, « notre », était sa confession. Elle ne pouvait même pas admettre qu'il avait été le mien. À cet instant, dans le salon vide, sous le regard médusé de mon père et de ma sœur, le mensonge sur lequel notre famille était construite venait de s'effondrer. Ils ne regardaient plus une pièce vide. Ils regardaient pas la vérité de leur propre ingratitude. Et c'était bien plus dévastateur que n'importe quel cambriolage. J'ai raccroché doucement, sans un mot de plus. Le son du clic a été définitif, comme la fermeture d'un lourd livre de comptes. De l'autre côté, dans le silence assourdissant de leur salon, le mot « notre » devait encore flotter dans l'air, toxique et révélateur. J'imaginais la scène avec une clarté déconcertante. Mon père, le regard perdu, passant de son épouse décomposée au vide béant de la pièce, son cerveau peinant à connecter les points. Chloé, pour la première fois de sa vie, devait voir sa mère non plus comme une figure d'autorité aimante,
mais comme une femme acculée, une menteuse dont le masque venait de tomber. L'humiliation de ma mère n'était pas due à mon acte, mais au fait qu'il ait eu lieu devant son public, sa fille parfaite et son mari complice. Le cambriolage aurait été plus simple à gérer. Mais là, la coupable, c'était elle, et la preuve irréfutable de son crime était ce vide qu'elle ne pouvait plus ignorer. Elle a dû tenter de se justifier, bien sûr. J'entends sa voix, d'abord tremblante puis gagnant en assurance, essayant de me faire passer pour une enfant ingrate, une voleuse. Mais les chiffres sur la feuille de papier ne mentaient pas. Mon père a dû prendre le document, ses yeux lisant chaque ligne surlignée, chaque prélèvement mensuel, chaque achat conséquent. Pour la première fois, il voyait le coût réel de sa passivité. Et Chloé, j'imagine son regard, ce regard qui me jugeait si souvent, se remplir d'un mélange de pitié et de mépris pour notre mère. Son sac à main à 450 €, symbole de son statut privilégié, devait soudainement lui paraître lourd et vulgaire. Elle comprenait enfin que son confort, ses vacances, ses caprices, avaient été financés non pas par l'amour parental, mais par l'épuisement de sa sœur. La dynamique familiale, ce triangle toxique si soigneusement entretenu par ma mère, venait d'imploser en direct sous leurs yeux. La conséquence la plus immédiate et la plus ironique fut d'ordre financier. Eux qui avaient dû prétexter un budget serré pour m'exclure ont dû faire face à une véritable précarité. Pour remplacer ne serait-ce que le strict minimum, ils ont été contraints de souscrire un crédit à la consommation. Je les vois dans le magasin de meubles, pas pour choisir avec plaisir, mais pour calculer, comparer les prix les plus bas, signer des papiers qui les engageaient pour des années. Ce canapé, cette télévision, ce matelas qu'ils ont dû acheter n'étaient plus des symboles de confort, mais des rappels mensuels de leurs dettes. Chaque échéance prélevée sur leur compte en banque était la matérialisation de l'argent qu'ils m'avaient indirectement pris, une justice poétique et comptable. Ils voulaient une vie sans mes contributions ? Ils l'avaient, avec les intérêts en plus. Ils apprenaient enfin la différence entre la valeur des choses et leur coût. Au-delà de l'argent, c'est le tissu même de leur relation qui s'est déchiré. Comment Chloé pouvait-elle encore admirer une mère qu'il avait utilisée comme excuse pour exploiter sa propre sœur ? Comment mon père pouvait-il encore faire confiance à une femme dont les mensonges avaient vidé leur maison ? Leur dîner, autrefois animé par les récits de Chloé et les sourires de ma mère, devait être d'une lourdeur insupportable. Les nouveaux meubles, de moins bonne qualité, n'étaient pas seulement moins confortables. Ils étaient les témoins silencieux de leur faillite morale. La maison n'était plus un foyer, mais un décor où 3 étrangers cohabitaient, liés non plus par l'affection, mais par le ressentiment et la honte. Ma mère avait voulu préserver une image de famille parfaite, mais en me sacrifiant, elle avait tout perdu. Elle était désormais seule, au milieu des ruines de son propre royaume. Pendant qu'ils naviguaient dans leur chaos, j'ai commencé à construire ma paix. La première chose que j'ai faite dans mon petit studio a été de bloquer leur numéro. Pas de colère, pas de message d'adieu. Juste une action simple, clinique, un point final. Les jours suivants, j'ai reçu des emails, d'abord furieux de ma mère, puis suppliants de mon père. Je les ai lus sans y répondre, les archivant dans un dossier que j'ai nommé « Clôture ». Je n'attendais pas d'excuses, car je savais qu'elles ne seraient pas sincères, seulement motivées par le besoin de récupérer leur confort. Le vide qu'ils avaient créé en moi pendant des années, je l'avais simplement déplacé chez eux, le leur rendant comme un colis non réclamé. Et pour la première fois, en m'asseyant par terre au milieu de mes quelques cartons, mon propre espace, bien que modeste, me semblait absolument infini. Mon premier appartement à Lyon ne faisait que 20 mètres carrés, mais il me semblait plus vaste que l'univers entier. Les murs étaient nus, les cartons encore empilés dans un coin, et pour toute table, j'avais le sol en parquet. Pourtant, la lumière qui entrait par la grande fenêtre était la mienne. Le silence qui régnait n'était pas un vide angoissant, mais une toile blanche sur laquelle je pouvais enfin peindre ma propre vie. Les premiers jours, je me suis simplement assise par terre, regardant la ville s'animer en contrebas,
respirant un air qui semblait plus pur. Chaque objet que je sortais d'un carton, un livre, une tasse, une photo de moi enfant, était un acte de reconquête. Je ne meublais pas un espace, je construisais un sanctuaire. Pour la première fois de ma vie, le mot « chez moi » avait un sens qui n'était lié à personne d'autre qu'à moi-même. Mon cœur, longtemps oppressé, avait enfin de la place pour battre librement. J'ai reçu quelques emails, d'abord de ma mère, plein d'une fureur froide, m'accusant d'être une voleuse et une enfant ingrate. Puis de mon père, dont le ton est passé de la confusion à une sorte de supplication maladroite, me demandant de revenir à la raison. Je les ai tous lus, sans haine et sans tristesse, simplement avec la clarté d'une auditrice qui clôture un conte. Je n'ai jamais répondu. Mon silence n'était pas une punition, c'était une frontière. J'avais compris une chose essentielle. Leur amour, s'il existait, était conditionnel à ma soumission et à mon utilité. Revenir, c'était accepter de redevenir un meuble, un poste de dépense invisible dans leur budget émotionnel. Mon départ n'avait jamais été un acte de vengeance, mais un bilan final. La colonne des actifs et des passifs ne s'équilibrait plus, et la seule solution pour éviter la faillite personnelle était de fermer l'entreprise. La vie a repris son cours. Mais cette fois, c'était le mien. J'ai trouvé un stage en alternance dans un cabinet comptable, ici à Lyon. Mes compétences, que j'utilisais autrefois pour calculer en secret comment sauver ma famille, je les utilise désormais pour construire mon propre avenir. Quand j'ai reçu mon premier vrai salaire, un salaire qui n'allait servir qu'à payer mon loyer, mes propres factures et mes propres plaisirs, j'ai ressenti une fierté vertigineuse. Je me suis acheté une petite table et 2 chaises, les premières pièces de ma nouvelle vie. Chaque euro dépensé était une affirmation de mon indépendance. Je n'étais plus la serveuse fatiguée qui finançait les caprices des autres. J'étais Léa, une jeune femme qui apprenait à investir en elle-même, et le retour sur investissement était une chose inestimable que l'on appelle la paix. J'ai appris que la famille n'est pas toujours le refuge que l'on nous promet. Parfois, c'est le lieu où nos limites sont le plus mises à l'épreuve. J'ai appris que le sacrifice, lorsqu'il est unilatéral et non reconnu, n'est pas de l'amour, mais de l'autodestruction. En reprenant ces meubles, je n'ai pas seulement repris des objets matériels. J'ai repris ma dignité, mon temps et le droit de dire non. J'ai laissé derrière moi un vide physique pour qu'ils puissent enfin voir le vide qu'ils avaient creusé en moi pendant des années. Je ne leur souhaite pas de mal. Je leur souhaite simplement de faire face à la réalité de leur choix, une réalité qu'ils ne peuvent plus meubler avec mes sacrifices. Parfois, la plus grande preuve d'amour que l'on puisse se donner est de s'éloigner de ceux qui nous empêchent de grandir. Ce soir, je suis assise par terre sur mon parquet, une boîte à pizza ouverte devant moi. Par la fenêtre, les lumières de Lyon scintillent comme une promesse. Je n'ai pas de canapé confortable, pas de télévision grand écran, mais je n'ai jamais été aussi riche. Riche de ma liberté, riche de mon potentiel, riche de ce silence apaisant qui n'est plus troublé que par le son de ma propre respiration. Je prends une part de pizza, le goût simple du fromage et de la tomate, et celui de la victoire. Une victoire discrète, sans public, mais la plus importante de toutes. Je ne suis plus un pilier invisible soutenant le bonheur des autres. Je suis l'architecte de mon propre foyer, et je le construis brique par brique, avec patience et avec amour. Et vous, que feriez-vous à ma place ?